Bien, bonjour à tous. Voilà, nous avons souhaité aujourd'hui vous proposer un petit voyage dans le monde du Web3 sous une lumière particulière qui est celle du marketing B2B. Alors, une des questions auxquelles nous allons au moins partiellement tenter de répondre étant comment marketer les technologies innovantes en milieu B2B. En fait, nous avons titré l'événement Web3 et les nouvelles technologies pour ne pas prendre trop de risques, car on constate que ce que recouvre précisément le Web3 ne fait pas l'unanimité, à part considérer qu'il s'articule notamment, pas que, mais autour du concept de décentralisation. Alors, on parle beaucoup aussi de web dit immersif, des environnements de simulation, que nous allons également aborder au cours de cet événement. Voilà, alors je fais avancer le slide. Voilà, je vous ai mis ici, vous voyez un hype cycle du Gartner. Alors, lorsqu'on regarde ce hype cycle du Gartner, vous savez, c'est la courbe décrivant l'évolution de l'intérêt pour une nouvelle technologie. On voit d'abord un engouement extatique initial, ensuite vient la désillusion, puis un retour à un intérêt plus raisonné et enfin un plateau de productivité. Alors, on voit que le Web3 est quasiment au sommet de la courbe de l'engouement initial, avant, selon la théorie du modèle, de plonger dans le gouffre des désillusions et d'atteindre son plateau de productivité d'ici 5 à 10 ans, selon le Gartner. Alors, que va-t-il se passer? Va-t-il, le Web3, suivre la courbe classique du Gartner ou va-t-il sortir du jeu, comme l'a fait Second Life? Vous savez, c'est cette espèce de métavers avant l'heure qui a connu un succès éphémère entre 2005-2007, après avoir été porteur d'immenses promesses. Second Life existe toujours d'ailleurs, mais on en entend beaucoup moins parler qu'il y a 15 ans. Alors, en tout cas, les intervenants qui ont accepté de participer aujourd'hui et que je remercie chaleureusement, vous parleront de technologies qui fonctionnent utilement dans la vraie vie. Ils contribueront certainement à compléter votre compréhension de ces sujets. Donc avant de vous présenter ces intervenants, quelques mots sur l'ADTEM. Alors, je passe le slide. Voilà, donc assez rapidement, bon, vous savez que cet événement est organisé dans le cadre de l'ADTEM. L'ADTEM, c'est le plus gros réseau de marketeurs en France. C'est 1000 membres, on doit même être aux alentours de 1300 aujourd'hui, tout secteur confondu, tout secteur d'activité confondu, toute taille d'entreprise. Que ce soit du B2B, du B2C, tout métier, études, publicité, data, tout niveau de responsabilité, incluant les directeurs marketing, où il y a environ 60% d'annonceurs, des instituts d'études aussi, des collectivités. La proposition de valeur de l'ADTEM, c'est la culture marketing, vous aider à comprendre les tendances, les décrypter. L'expertise métier, donc avec des pôles thématiques. Cet événement se déroule dans le cadre du pôle B2B. Et puis le réseau avec des rencontres qu'on veut le plus possible, qu'on souhaite le plus possible en présentiel, même si cet événement en ligne contredit cette intention. Voilà. Alors, mes comparses rapidement qui sont coprésidents avec moi-même du pôle B2B. Donc voilà, je vous laisse découvrir nos... pardon, décidément, ça a du mal à avancer. Excuse-moi, voilà, je vous laisse découvrir... Voilà. Nos faciès, mais c'est pas le plus important. Les plus importants sont les participants, les intervenants à cet événement. Donc, Yann Gourvenec, de Visionnerie Marketing, qui nous proposera un tour d'horizon du Web3 sous un angle à la fois enthousiaste et pragmatique. Cela nous permettra de mieux comprendre quelques concepts avant les témoignages qui suivront, n'est-ce pas, Yann? Ensuite, Isabelle Bonnet, partenaire chez Blockchain Solutions, notamment, avec des cas d'usage de la blockchain concernant les certificats d'authenticité, de preuve, comment ces notions peuvent être mises en œuvre. Donc, bon, elle nous parlera des différents contextes justement de mise en œuvre de la blockchain. Alexandre Gauche, directeur de la Digital Factory de FIV. Donc, nous serons dans le monde des environnements de simulation, des jumeaux numériques, Digital Twin,
dans le secteur industriel. Il nous expliquera la fonction de ces environnements. Il nous dira notamment ce qui a été mis en œuvre, ce qui a été mis en avant pour marketer ces solutions. Et puis enfin, Samir El-Harim de Serious Factory, qui va nous parler d'immersive learning et en quoi cette innovation technologique incite les apprenants à réaliser le parcours proposé et comment la data collectée peut être même exploitée pour évaluer l'efficacité du parcours de formation. Voilà. Donc, sans plus attendre, je crois que j'ai assez parlé. Yann, je passe la parole. Voilà, 15 minutes à peu près par intervenant. Ensuite, bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions, même en cours de discours, de cas des intervenants. Je vous encourage, il y a en bas à droite de la fenêtre Livestorm un petit onglet ou une petite case questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions justement à cet endroit-là et on s'évertuera autant que possible à y répondre. Voilà. À toi, Yann. Merci Rémi, et bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. J'ai toujours plaisir à parler avec l'ADTEM. On était d'ailleurs cette semaine avec François Laurent en Tunisie, porter la bonne parole. Et aujourd'hui, grâce à vous, je vais pouvoir parler d'autre chose que de l'intelligence artificielle générative. Ça va me faire des vacances. Ça va vous faire des vacances aussi d'ailleurs. Peut-être qu'on peut avancer, c'est moi qui avance en fait, c'est ça? Voilà. Et effectivement, on va essayer de dévoiler, enfin de répondre à cette question, est-ce que c'est le Web3 et ces nouvelles technos, j'y reviendrai en B2B, tarte à la crème ou recettes gagnantes. Alors à chaque fois qu'on me parle des nouvelles technologies, ça me fait toujours un petit peu rigoler, moi qui fais du web depuis 30 ans. Parce que finalement, bon, bah, ces technologies, elles sont toutes sauf nouvelles maintenant, et elles prennent quand même, elles prennent de la bande passante depuis un bon moment, y compris le Web3. Alors on va y revenir, mais on va essayer ici de répondre à la question qui m'a été posée, c'était d'expliquer les bases et pourquoi il est devenu un buzzword dans l'industrie. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, l'industrie étant donné le secteur, je suppose, de l'informatique et des télécoms et des soi-disant nouvelles technologies ou tout le moins des technologies de l'information. Alors je me suis posé cette question de savoir si c'était effectivement un buzzword. Et pour que ce soit un buzzword, bah, il faut qu'on en parle. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a des camarades, des confrères qui traitent du sujet. Alors je citerai déjà parmi les vidéos, interviews que nous avons réalisées récemment chez Visionary Marketing sur la vague Web3 avec Stéphane Galliani et Stéphane Truffem, c'est celui qui est à gauche, et le Métavers Marketing qui, malgré son nom, en fait, parle surtout du Web3, de Laurent Flores, qui est venu aussi expliquer son bouquin, qui a permis d'ailleurs de comprendre que ben non, finalement, Second Life n'est pas mort, il y a des gens dessus, il y a même beaucoup de gens sur les métavers, c'est simplement ils ne sont pas à l'endroit où on croit, et c'est pas forcément la chose qu'on croit. Mais le sujet ici, c'est plutôt le Web3. Alors j'ai essayé de savoir si on en parlait beaucoup, un petit peu passionnément. Alors on connaissait l'astuce de Google Trends, donc je vous l'explique pas. J'ai rentré un peu tous les mots-clés qui me sont passés par la tête. J'aurais pu peut-être rentrer d'ailleurs Web 3.0, parce qu'il doit y avoir des gens, on y reviendra dans une seconde, qui confondent le Web 3 et le Web 3.0. Alors avec un espace ou sans espace, en gros, par rapport à l'intelligence artificielle, ben, ça ne le fait pas. Et on remarquera d'ailleurs que l'IA générative qui remplit les colonnes des journaux aujourd'hui non plus n'a pas l'air de s'imprimer beaucoup dans le cerveau des grands publics. Alors si on zoome un peu sur le Web3, ben, on en parle quand même un peu, ça serait malvenu de dire qu'on n'en parle pas du tout. Après, est-ce que c'est suffisant pour qu'on en fasse un buzz? Bon, ça se discute en fait, oui, effectivement, le buzz, il est peut-être mort. Enfin, c'est ce qu'on entend dire. On entend dire que c'était le buzz de l'année dernière, mais finalement, quand on regarde la courbe, on s'aperçoit
que ça n'a jamais vraiment fait le buzz. Alors si je reviens sur la hype cycle, parce que ce que nous a montré Rémi tout à l'heure, sans vouloir dénigrer, c'était le hype cycle de juillet 2022, c'était marqué en bas à droite. Et puis si on regarde le hype cycle des technologies émergentes de 2023, de nos amis de Gartner, ben, on cherche, alors Web3, c'est pas vraiment une technologie, c'est plutôt un mot valise, on va le voir, dans lequel il y a plein de technologies différentes. On pourrait essayer de trouver les NFT, comme on voyait sur le graphique de tout à l'heure, ou la blockchain, dont nous parlait Isabelle, je pense, tout à l'heure. Voilà, ben non, on les trouve pas. Alors, soit ça veut dire que c'est plus émergent, ce qui n'est pas impossible, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on en parle. Je dirais une grosse dizaine d'années, hein, parce que quand j'animais le master digital de Grenoble École de Management, on en parlait déjà, et c'était déjà un peu le loup blanc. Donc finalement, c'est peut-être plus vraiment des technologies émergentes, mais en même temps, c'est plus vraiment les technologies qui sont à l'avant de la scène. Et dans un sens, c'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs, parce que peut-être que puisque c'est plus, je dirais, à la une des journaux, ben, on va peut-être pouvoir enfin travailler sérieusement en sortant du buzz et des sempiternelles questions qui n'en sont pas. Alors, la vraie question, effectivement, c'est où est passé le Web3, mais aussi, surtout, est-ce que c'est une technologie, est-ce que c'est un concept, ou est-ce que c'est une collection de technologies? Et je vais y revenir dans une seconde. Alors, et je vais y revenir d'une certaine manière qui est un peu la nôtre. J'y reviendrai dans le cadre de notre livre Le marketing digital de arobase à Z qui sortira chez Erol en début d'année 2024. C'est la démarche du technologue averti et flegmatique qui ne s'affole pas, qui se moque complètement des buzz, qui au contraire est très content quand ça tombe dans ce que Gartner appelle the trough of disillusionment, c'est-à-dire on pourrait dire le gouffre de la désillusion, et qui sait à la fois ralentir son enthousiasme et en même temps garder son flegme et son enthousiasme par rapport à la technologie quand elle apporte des bonnes choses. Et puis au moment où il est prêt, il est capable d'exécuter avec rapidité. Donc en fait, c'est un peu la chose que j'aimerais qu'on retienne ici, c'est que le Web3 n'est peut-être pas le buzz du moment, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des choses intéressantes derrière et qu'il faille s'y intéresser justement parce qu'on en parle moins. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Pour cela, je vais m'appuyer sur les travaux de notre livre Marketing Digital arobase à Z, sa séquence publicitaire, on m'excuserait, qui sortira donc chez Erol en janvier, ou janvier ou février, en fait. Il est à l'heure où on parle sous presse. Et je vais plutôt me focaliser sur la partie numéro 3 qui s'appelle se préparer pour le marketing digital de demain, et plus particulièrement sur les travaux de mon confrère camarade Hubert Kratirov, qui lui est véritablement l'expert Web3 et pas moi. Mais voilà, on a travaillé, c'est lui qui a pris la main sur ce chapitre, et donc je vais utiliser principalement son travail. Alors, ce chapitre, d'ailleurs, il est intitulé Prémices de la décentralisation du web. Rémi en a un peu parlé tout à l'heure. Et il y a un point d'interrogation, c'est ce point d'interrogation qui nous intéresse ici. Alors, comme je l'ai dit, ma mission, c'est d'essayer de vous expliquer ce que c'est. Effectivement, Rémi a vaguement touché sur le sujet tout à l'heure en disant que c'était la décentralisation, mais pas, on verra pas seulement. Donc revenons au principe. Web3, d'abord, Web3 en un seul mot, pas de blanc au milieu, et non pas Web blanc 3.0, qui est l'émanation du cerveau de Sir Tim Berners-Lee, un des co-inventeurs du web avec Robert Caillot dans la fin des années 80, qui finalement voulait lancer il y a à peu près 10-15 ans le web 3.0 au sens le web sémantique, puis pour finalement le web sémantique, il a toujours été un peu sémantique, le web tout sans vraiment l'être. Donc ce web 3.0 n'a pas vraiment décollé, et on l'a vu ressortir ce concept de web 3, notamment au travers d'une fondation qui a été créée par Gavin Wood, qui est aussi le fondateur d'Ethereum. Et l'objectif, c'est de s'émanciper du Web 2.0, hein, Web 2.0,
qu'on peut faire remonter à la période 2005-2024. C'est assez approximatif, hein, 2005-2024. Pourquoi 2024? Il y a un point d'interrogation parce qu'on n'est jamais sûr, puis 2024, c'est pas encore là. Je vous invite à lire l'article de Wired qui est sorti récemment et qui sonnait le glas du web, qui sonnait le glas du web de partage, du web 2.0, sur lequel, selon Wired, les premières générations des utilisateurs des médias sociaux ne se retrouvent plus dans aucune plateforme actuelle. Alors, pour Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et maintenant fondateur de Blue Sky, le Web 3, en fait, ça n'existe pas. Pour lui, on passe directement du Web 2 au Web 5. Web 2 plus 3 égale 5. Si vous demandez pourquoi Web 5. Alors, quelque part, il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même avec cette histoire d'Ethereum et de Gavin Wood. Donc Ethereum avec sa blockchain particulière. En plus, on pourrait dire quelque part que puisque c'est lui qui crée ce concept, c'est un petit peu la dinde qui vote pour Noël. En gros, c'est décentralisons le web à condition que vous utilisiez ma blockchain. Mais enfin, on va essayer de mettre un bémol là-dessus et essayer d'aller voir ce qu'il y a vraiment derrière le concept. Alors déjà, si on essaye de s'émanciper du Web 2, c'est qu'il y a une déception. Je viens de l'expliquer avec l'article de Wired, mais bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il suffit d'entendre les lamentations quotidiennes sur ce qu'est devenu Twitter, qu'on n'arrive toujours pas à renommer, même en se forçant. Donc il y a effectivement une nécessité, un besoin plus ou moins latent de retrouver ces valeurs du Web 2.0 qui étaient des valeurs d'ouverture, de partage, d'échange et qui étaient largement prises en otage par des plateformes dont les noms ou quelques-uns des noms sont cités ici sur ce schéma. Alors, tout ça, ça nous donne les valeurs du Web 3 qu'on va rappeler ici. Rémi a parlé de la décentralisation, mais ce n'est pas suffisant. Il y a également la transparence. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit hiatus entre le fait que ce soit Ethereum qui nous fasse la leçon. Mais enfin, bon, passons. Il y a une transparence parce qu'effectivement, les plateformes 2.0 n'ont pas brillé par leur transparence. Il n'y a qu'à essayer de comprendre leurs algorithmes. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui publient sur ces algorithmes, mais il y a beaucoup moins de gens qui seraient capables de mettre un tampon sur ces explications pour garantir qu'elles sont vraies. Donc il y a un manque de transparence et le Web 3.0 veut redonner cette transparence. Il n'y a pas que le Web 3 d'ailleurs. Il y a eu notamment l'initiative de Tim Berners-Lee, toujours lui, avec le MIT qui s'est appelé Solid. Après, il y a eu une autre encore, il a appelé Contract for the Web. Enfin, il y a eu plein d'initiatives qui ont été lancées. Il y a eu aussi des bouquins fondateurs comme celui de Jonathan Zittrain sur la neutralité du net. Mais bon, voilà, cette transparence, elle est nécessaire, mais en même temps, elle a du mal à s'imprimer, elle a du mal à s'imposer. Et puis, il y a aussi l'histoire du paiement natif. Et on verra, il y a une notion forcément liée à la monnaie, ou plutôt à la crypto-monnaie, mais aussi au porte-monnaie qu'on appelle wallet en Web3. Alors, les composantes technologiques ici, c'est une petite simplification. Dans le bouquin, vous trouverez beaucoup plus d'explications assez sanglantes sur tous ces sujets-là. On va, pour couvrir en 15 minutes, il faut forcément aller vite, balayer les 8 composantes technologiques du Web3 qui sont les plus importantes. Alors la première, le cryptage, hein, donc des données qui sont encryptées, toujours pareil pour redonner le pouvoir à l'utilisateur. La tokenisation, donc avec les jetons numériques qui sont inscrits sur la blockchain. Isabelle va nous expliquer tout ça par le détail. Les smart contracts qui vont avec les blockchains et le fameux mantra, code is law, donc c'est le code qui fait la loi, et les crypto-monnaies qui vont avec,
dont le fameux Ethereum de Gavin Wood. Tout cela, on met dans des wallets. Donc ces wallets, on va mettre des NFT, des crypto-monnaies, des points de fidélité, des actifs numériques divers. Dans ces wallets, on va les dissocier en deux types, ce qu'on appelle le wallet custodial et le non-custodial. Le non-custodial, c'est celui qui vous appartient vraiment, et le custodial, c'est celui qui ne vous appartient pas vraiment. Donc, en gros, finalement, on revient au problème précédent, mais il y a quand même une possibilité d'avoir un wallet qui vous appartienne véritablement et qui soit complètement dissocié de la plateforme, avec le fameux mantra, encore une fois, Your keys, your coin. Ensuite, le métavers, et non, je suis désolé, le métavers, il n'est pas mort, Rémi, je suis désolé, il est simplement pas là où on croit. Je vous invite notamment à vous intéresser à une plateforme qui s'appelle Roblox, qui est d'ailleurs, qui utilise d'ailleurs certaines de ces choses-là, et notamment en dehors de l'IA, une monnaie hein, qui est propre au jeu, à l'intérieur du jeu, et qui fonctionne assez bien. Il y a des millions d'utilisateurs, c'est quelque part, ça doit fonctionner. Le web immersif, d'ailleurs, j'avais interviewé l'année dernière à Tech for Retail, donc il y a tout juste un an, un des responsables de Meta qui m'expliquait que non, finalement, le métavers, c'était plus l'avenir. Ce qui était l'avenir, c'était le web immersif. Un peu déplacer le sujet, mais enfin bon, il y a des vrais sujets de web immersif. Ils sont tellement vrais qu'ils sont vrais depuis 30 ans que je fais du web. C'est un sujet récurrent. On pourrait d'ailleurs changer le Gartner Hype Cycle pour faire un truc qui soit plus circulaire, parce qu'on a l'impression que ça repasse, la réalité virtuelle et la réalité augmentée repassent dans le circuit régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans. Mais voilà, un jour, ça finira bien par sortir, il faudra bien trouver des cas d'usage à force d'essayer. Et puis, bien entendu, on l'a vu tout à l'heure dans le Hype Cycle de juillet 2022, Gartner n'avait pas l'air forcément tellement convaincu, mais par des choses qui sont dans l'air de temps, comme les organisations autonomes décentralisées, hein, Decentralized Autonomous Organizations, la finance décentralisée, bon, qu'on retrouve également dans les crypto-monnaies, et puis les médias sociaux décentralisés. Ça, c'est un petit peu plus nouveau et parfois un peu déroutant pour les utilisateurs. Pour citer l'exemple le plus frappant qui est Mastodon. Voilà, et puis des applications décentralisées. Donc ça fait beaucoup de technologies, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est un mot valise? Est-ce que c'est une collection de technologies? Je pense que vous avez répondu vous-même à la question. C'est une collection de technologies. Et ce terme de Web3, en fait, on n'est pas sûr qu'il survive, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dedans ne va pas le faire. Alors, dès qu'on parle de ces sujets, bien entendu, et là pour le coup, il y a du buzz, on va me dire, les NFT, le crypto, tout ça, ça s'est craché. Et effectivement, les NFT, ça c'est un peu raplapla depuis 2 ans. Il y a 2 ans, c'était le haut du hype, hein, voilà, Q4 2021, ouais, je ne me suis pas trompé, c'était le moment où j'interviewais d'ailleurs, comment il s'appelle, le fils d'Alain Lefebvre, qui nous faisait des NFT sur les œuvres d'art. Bon, c'est vrai que Beeple avait vendu une œuvre d'art électronique pour des millions de dollars. Bon, problème, tout le monde n'est pas Beeple. Et il y en a quelques-uns qui s'en sont aperçus. Est-ce que ça veut dire que les NFT sont inintéressants? Non, ça veut dire simplement on les a mis pas là où il faut. Et puis ça va, comme je dis, passer dans le hype cycle le temps qu'il faut. Et ça finira bien par revenir parce qu'il y a un concept ici qui est intéressant avec cette, je dirais, certification, soit d'objet, soit voilà, d'objet qui permet de garantir une propriété. Voilà. Bon, il reste encore, hein, il y a des usages à inventer, mais il y a quelque chose qui est là. C'est un peu une solution qui recherche son problème, comme qui dirait. Et puis, il y a le crack des cryptos. Alors là, oui, effectivement, c'est la Bérésina, sauf que finalement, quand on compare à 2018, 2019, 2020, c'était pas tant la Bérésina que cela. D'ailleurs, peut-être aux grandes dames de certains qui essayent de
comment dire, combattre le blanchiment d'argent, puisqu'il y a aussi des fois des usages un peu déviants de ces technologies. Mais enfin, là encore une fois, il faudra peut-être laisser du temps au temps et attendre que les choses comment dire, que la poussière retombe sur les murs. Mais bon, et ça c'est très récent puisque ça date de novembre. Dans certains pays, alors on va laisser tomber le Salvador qui avait même décidé de mettre le Bitcoin comme monnaie nationale, ça n'a pas vraiment marché. Bon, c'était une sorte de tentative désespérée d'essayer de sortir le pays de la pauvreté, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, l'Australie, le Canada ont leurs distributeurs de crypto. Donc, voilà, il y a des choses qui existent. Est-ce que ça sera encore là demain? On ne sait pas. Et comme j'ai dit, des soupçons de blanchiment qui viennent pas aider les choses. Donc, comme toujours, un côté white hat et un côté black hat dans toutes ces technologies qui finiront peut-être un jour par trouver leur usage. Alors, comme je l'ai dit, notre position avec Uber, elle est simple, c'est celle du technologue pragmatique et flegmatique. Donc, on ne s'affole pas, on n'est pas... on ne va pas commencer à tirer sur l'ambulance, on ne va pas non plus s'affoler et essayer de s'exciter en disant que ça y est, c'est là, alors que ça ne l'est pas. Mais par contre, on peut commencer à s'approprier certaines choses qui existent au titre de l'acculturation. Alors, 3 conseils. Le premier, et encore une fois, c'est de l'acculturation, donc vous n'allez pas forcément vous exciter non plus sur le résultat, mais on peut toujours essayer. D'abord, le navigateur Brave, qui est peut-être le premier navigateur Web3 qui existe. D'ailleurs aussi avec son côté blanc, son côté noir. Il y a aussi une fenêtre Tor à l'intérieur qui est assez intéressante. D'ailleurs, si vous êtes intéressé d'aller naviguer sur les sites du dark web, toujours être instructif. Bien sûr, sans faire de choses illégales, bien entendu. Sur la droite, vous avez également, vous pouvez essayer les wallets. Alors, dans Brave, vous avez un wallet intégré. Je n'ai pas bien compris à quoi ça sert, mais enfin, j'en ai un et puis je continue à essayer d'activer et d'accumuler des points. Je me dis bien, un jour, ça finira bien par servir à quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais on verra bien. Et je pense qu'il faut rester pragmatique dans sur ce sujet-là. Il y a une possibilité, on arrivera encore une fois bien à trouver un usage à cette solution qui cherche son problème. Alors bizarrement, j'ai vu que Edge d'ailleurs utilisait également un wallet. Alors là, ça m'a un peu scié les pattes parce que là, pour le coup, c'est clairement pas du Web3. Mais bon, vous voyez, finalement, c'est un concept qui a pu séduire Microsoft également. Donc il y a quelque chose derrière. Il ne faut pas jeter le manche avec la cognée. Il faut regarder, il faut tester. Et puis on verra bien un jour à quoi ça sert. Il Et faudra puis à conclure, Yann, s'il te plaît. c'est le dernier slide. Et je suis de toute façon pile poil à l'heure. Et le social décentralisé, eh bien, là, vous avez quelques exemples ici d'outils que vous pourriez essayer en dehors du fameux mastodon dont j'ai parlé. Même Blue Sky, d'ailleurs, d'une certaine manière, qui n'est pas là parce qu'il est arrivé un peu plus tard, après qu'on ait écrit le bouquin, peut être considéré comme décentralisé dans la mesure où vous pouvez choisir votre serveur, même si ce n'est pas très bien fait. Et voilà la conclusion, tant attendue par Rémi. Elle est, d'ailleurs, c'est la conclusion de notre livre. Donc, finalement, on dira que le Web3 répond à un besoin avéré de décentralisation du web. Alors, besoin avéré, du moins de la part de certains professionnels du web. Est-ce que c'est encore quelque chose qui se sent dans le grand public de manière majoritaire? J'en suis pas convaincu, mais ça viendra peut-être, on l'espère. Toutes les technologies du Web3 peuvent être utilisées indépendamment. Vous avez bien vu, c'est une collection de technologies, une sorte de sac fourre-tout dans lequel on a mis plein de choses, un peu comme on avait fait avec le Web2 d'ailleurs, au passage. Que c'est les solutions et offres de demain embarqueront forcément, probablement, une dose de Web3 d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je viens d'en citer une, puisque Edge, qui n'est clairement pas du Web3 à la base, en intègre une.
mais un Web3 qui ne portera pas ce nom parce que clairement le buzz ne fonctionne pas, mais c'est pas parce que le buzz ne fonctionne pas que les technologies en dessous sous-jacentes ne sont pas intéressantes, on les retrouvera ici ou là, probablement différemment d'ailleurs, Isabelle va nous expliquer ça sans doute. Le professionnel avisé évitera de critiquer sans comprendre et apprendra le Web3 parce que finalement ça ne sert à rien de critiquer si on ne comprend pas de quoi on parle. Et même si on ne comprend pas toujours, même après les explications d'ailleurs, donc il faut garder sa lèvre supérieure rigide et essayer de comprendre. Il préparera son entreprise avec pragmatisme, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a rien, on ne s'affole pas et on n'essaye pas de courir derrière la mode, ça ne sert à rien. Mais par contre, le jour où il y a des applications qui sont là, il faut être capable d'agir avec promptitude et pragmatisme, encore une fois. Voilà, et puis quelques outils et bonnes pratiques que je vous conseille. Et j'en ai fini avec cette présentation. Ah, super, merci beaucoup Yann. En fait, j'avais pas hâte que tu termines, c'était plutôt que je souhaite que chacun ait la place pour parler d'ici la fin Bien sûr. d'ici la fin de cet événement. En tout cas, merci Yann, c'était super clair. Et puis c'est un peu démythifié ou démystifié, vulgarisé en tout cas ce qu'est le Web3. Sans transition, je ne vois pas de questions particulières. Donc sans transition, Isabelle, je vous passe la parole pour nous parler de blockchain. Alors, stage is yours, comme on dit là-bas. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle, donc je suis la dirigeante de Blockchain Solutions, qui est une société que j'ai reprise en 2020. Et pour vous donner un petit peu d'historique, moi, j'ai développé ma première société dans la blockchain en 2017, qui m'a amené à travailler notamment avec des grands groupes de luxe. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur du luxe, donc c'est vrai plus sur des enjeux marketing B2C. Mais j'ai identifié certains usages qui me semblaient pertinents dans un contexte B2B, donc que j'ai choisi en termes d'illustration. Peut-être que avant de rentrer dans le sujet, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu d'ancienneté sur le sujet, je me permets peut-être de réagir un peu à ce qu'on vient d'entendre par rapport aux tendances, parce que je pense que c'est un point que j'ai pas abordé dans ma présentation, mais qui est important pour vous d'un point de vue marketing, c'est de comprendre quelles sont les tendances blockchain pour que vous puissiez vous greffer dessus pour aussi faire une communication au moment où ça va résonner le mieux, évidemment, dans les médias. Donc en fait, dans la blockchain, les tendances de fond sont très liées au prix du Bitcoin. Ça, c'est un point qui est très simple. Il y a ce qu'on appelle des cycles, et donc j'aime beaucoup ce que Yann disait sur le fait que Gartner, ça devrait plutôt être des cycles, parce que la réalité, c'est que les sujets reviennent, et donc les sujets reviennent beaucoup avec l'évolution du prix du Bitcoin notamment, qui est lié à un point technique, mathématique, qui est le halving. Donc ça a lieu régulièrement. Le prochain va avoir lieu en 2024. En fait, c'est que la récompense qui est donnée aux mineurs est divisée par 2. Et donc, alors on ne sait pas pourquoi, mais on constate que historiquement, ça crée une ascension du prix. Et on est déjà dans cette tendance-là, parce qu'on sait à peu près à quel moment ça va arriver. On sait que ça va être au printemps de l'année prochaine. Et du coup, le prix, il a déjà doublé, par exemple, depuis le début de l'année. Donc, on est déjà, en fait, de nouveau dans la tendance haussière qui va bientôt générer un buzz. Donc, c'est vrai que d'un point de vue tendance, je préfère, moi, ma perception, ma prédiction, c'est que le sujet va revenir sur le devant de la scène dans les prochains mois. Donc, si vous voulez être un petit peu à jour au niveau de la tendance, c'est peut-être le bon moment de vous réintéresser au sujet, de vous reformer, de recomprendre ces termes autour du Web3, à mon avis. Même si évidemment il y a plein d'autres sujets technologiques qui m'intéressent aussi et qu'il faut absolument regarder aussi, c'est un sujet qui, à mon avis, va revenir sur le sujet, sur devant de la scène. Alors je suis dans mes locaux, je suis basée à l'Alpe d'Huez, donc c'est un chalet, donc c'est pour ça que vous voyez cet environnement. Voilà, petite anecdote. Donc, écoutez, alors en tout début, je voulais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le Bitcoin, pour que vous compreniez aussi, si vous associez votre image d'entreprise à ces notions-là, à quoi vous les associez aussi. Je pense que c'est un point qui est important parce que, en fait, quand on parle de Bitcoin, et je suis très contente que Yann ait mentionné la neutralité du web, Jonathan Zittrain, en fait, fondamentalement, derrière le Web3 et les technologies blockchain, il y a un objectif de rendre les gens plus libres. De rendre les gens plus libres en créant un système
ou en fait sur Internet qui est incensurable. Et notamment l'objectif des crypto-anarchistes, c'était eux qui ont en fait cherché à développer un système. L'objectif, c'était de développer un système monétaire indépendant des États pour pouvoir échanger de la valeur de façon libre sur Internet. Mais le problème, donc Internet, c'était déjà, parce que c'est décentralisé par définition, c'était déjà finalement un espace de liberté, mais jamais on avait réussi à créer un moyen sur Internet de s'échanger d'échanger de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, Internet, fondamentalement, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a des serveurs et la donnée sur chaque serveur est répliquée. Donc là, vous voyez mon image sur votre ordinateur qui est en fait sur un serveur, qui est sur un autre, copié d'un autre serveur et ensuite sur mon ordinateur. Donc en fait, cette vidéo, elle existe en live, en stream, instantanément sur plein de serveurs. Elle est dupliquée. Et ça, évidemment, ça ne fonctionne pas pour la monnaie, parce que le concept fondamental de la monnaie, c'est que si j'ai un billet de 10 € dans mon porte-monnaie, si je le donne à quelqu'un, il faut plus que je l'ai dans mon porte-monnaie. Et donc tout le fonctionnement d'Internet était différent. Et donc ce qui a permis de résoudre ce problème, qu'on appelle le problème de la double dépense, c'est la technologie blockchain, qui a été inventée pour permettre de créer un système monétaire qui s'appelle Bitcoin, qui a permis de créer ce système monétaire indépendant des États et incensurable. Alors c'est incensurable parce qu'en fait c'est un système monétaire qui existe sur Internet de façon décentralisée, et donc c'est tellement décentralisé, ça veut dire qu'il y a des serveurs partout dans le monde qu'il faudrait tous les éteindre pour éteindre Bitcoin, ce qui est impossible. Et il y a également plein d'autres mécanismes, notamment qui utilisent le chiffrement et la cryptographie, qui permettent de protéger ces individus et qui permettent de protéger le réseau. Alors, pourquoi je parle de ça aussi ici? Parce que, en fait, je pense que, au-delà de l'aspect monétaire de Bitcoin, cette faculté de créer quelque chose d'incensurable, en fait, ça a permis de créer quelque chose qui est unique, qui est un registre public qui ne peut pas être effacé. Et donc ça, je trouve que c'est absolument fabuleux parce que ça permet de faire quelque chose qui est à l'opposé de l'histoire. Donc l'histoire, plus le temps passe, moins on est sûr de ce qui s'est passé. Et bien avec la blockchain, plus le temps passe, plus on a de certitude de l'exactitude de l'information enregistrée. Alors bon, après, il y a tout un travail à faire pour fournir de l'information fiable, mais en tout cas, ce qui est enregistré sur la blockchain ne peut plus être modifié après coup, ça ne peut plus être falsifié. Ça serait techniquement impossible. Et ça a beaucoup de valeur pour créer ce qu'on appelle notamment des preuves. Alors, bon, moi, je vais vous parler juste de ce cas d'usage-là. J'ai écrit un livre aussi que j'ai publié, mais il y a quelques années, en 2021, qui s'appelle Blockchain utile. Parce que moi, c'est vrai que j'ai plutôt eu tendance auprès de mes clients à leur éviter de tomber dans les pièges, de faire des choses qui sont juste pour le buzz, mais qui derrière ne servent à rien. Parce que je pense que d'un point de vue marketing, au-delà d'utiliser les tendances, donc ça c'est très important d'être dans la tendance évidemment pour que ça résonne mieux, je pense quand même qu'il vaut mieux faire des choses qui sont utiles parce que à long terme, ben ça sera toujours mieux pour l'image de votre entreprise. Et c'est vrai que dans le secteur du luxe, il y avait quand même beaucoup cette attention à préserver l'image des marques à long terme. Et donc j'ai pas mal d'idées sur quelles sont les bonnes idées, quelles sont les mauvaises, qui m'a amené à écrire un livre Blockchain utile. Et ici, je vais vous parler juste d'une idée très fondamentale, très simple, d'utiliser cette fonctionnalité de registre ineffaçable de Bitcoin. Alors, je l'ai mis en place, justement, donc là, c'était pour des montres, pour en fait créer des certificats de garantie des montres que la marque elle-même ne peut pas effacer. Donc, quand on donne à quelqu'un un certificat comme quoi il a une garantie pour sa montre, il a son document qui est sur lequel on a créé une preuve d'existence sur la blockchain, de sorte que si cette personne garde bien son document, si dans 5 ans, elle va voir la marque, elle dit « vous m'aviez donné une garantie », la marque n'a aucun moyen de dire que c'est pas le cas. On a une preuve que la marque a bien donné ce certificat de garantie et elle l'a signé en son nom et surtout, elle a créé une preuve sur Bitcoin, spécifiquement sur Bitcoin, comme quoi le certificat a bien été donné à cette personne. Et donc ça permet et donc c'est un petit peu les prémices du Web3. Ça, ce projet-là, on l'avait lancé il y a quelques années, c'était en 2019. C'est un peu les prémices du Web3 dans le sens où le Web3 a pour objectif de créer plus de confiance directement entre les interlocuteurs du web sans forcément avoir d'intermédiaire.
Et donc là, on est dans un système où la marque va beaucoup plus loin dans son engagement vis-à-vis de ses clients, puisqu'elle crée des choses sur lesquelles elle ne peut plus revenir. Et donc, on est dans un nouveau paradigme où, au lieu d'avoir simplement les choses dans sa base de données, qu'elle peut compromettre, qu'elle peut modifier, là, elle utilise une source sur laquelle elle ne pourra pas revenir et elle s'engage beaucoup plus loin. Donc, c'est un outil d'engagement pour créer plus de confiance. Et alors, un usage que vous pourriez faire et qui a été mis en place, par exemple, par EDF, c'est d'utiliser cette même technologie pour protéger vos communications presse. Alors, c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc, EDF, ils l'ont fait pareil. Ils l'ont fait il y a des années. C'est toujours en place. Ils utilisent également Bitcoin. Alors, ils le disent pas évidemment sur leur site internet. C'est vrai que c'est un point. Bitcoin, par rapport aux origines dont je vous ai parlé sur le crypto-anarchisme, c'est pas forcément ce qu'ils souhaitent mettre en avant dans leur communication. Mais ça n'empêche qu'ils utilisent quand même Bitcoin pour protéger leur communication presse. Donc, le risque, et donc c'est arrivé à certaines sociétés, notamment je crois que c'était Vinci il y a quelques années, il y a eu une fausse communication presse qui a eu un impact sur le cours de bourse. Donc ça a créé un mini crack qui ensuite a été démenti. Donc c'est pas très compliqué de démentir après coup puisqu'il suffit que les dirigeants fassent l'effort, on va dire, de passer à la télé, etc. Et là, ça va tout de suite rassurer. On a tout de suite de la crédibilité. Mais juste l'instant du crack, ben, en fait, ça a pu bénéficier à des personnes qui en ont profité pour faire une opération financière, en fait, de la fraude sur le cours de bourse. Donc, ça peut avoir des conséquences majeures, le fait que n'importe qui puisse communiquer à votre place. Donc, ce qu'a mis en place EDF par rapport à ça, donc c'est pour protéger notamment sur l'aspect financier, donc parce que par rapport au fait qu'ils sont cotés. Donc, quand un communiqué est créé, ils vont le signer avec la signature d'entreprise. Ils vont créer la preuve de l'existence de ce certificat, de ce communiqué avec date sur Bitcoin. Et ensuite, quand ils le donnent aux journalistes ou à leur réseau, le réseau peut simplement le vérifier sur leur site web. Alors, ils peuvent le vérifier sur leur site web, ça va permettre de vérifier la trace. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on vérifiait juste sur le site web, on n'aurait pas eu besoin de Bitcoin. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on a la possibilité de vérifier également directement sur Bitcoin. Donc, peu de gens le font, mais le fait que ce soit possible de le faire, c'est ça qui fait qu'on peut avoir confiance dans la qualité de cette certification. L'autre avantage aussi de ce type de technologie, et ce pourquoi, par exemple, moi, je l'ai utilisé pas mal dans le secteur du luxe, c'est que c'était des entreprises qui ont une empreinte internationale. En fait, ils ont pas forcément tant de clients que ça, mais ils en ont partout dans le monde. Donc, l'avantage d'une technologie blockchain, c'est que la valeur de ces preuves et de cette certification, elle vaut dans le monde entier. Voilà, donc écoutez, c'est tout ce que je voulais dire comme idée de cas très simple d'utilisation. Je pense que peut-être que voilà, il y a plein d'autres sujets technologiques sur lesquels il faut s'intéresser, mais je pense qu'il y a une tendance qui va revenir. Donc c'est peut-être l'occasion effectivement de vous former, de vous réintéresser au sujet. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on a beaucoup de contenu. Il y a déjà beaucoup de livres, il y a beaucoup de pages. Moi, j'ai une page YouTube moi-même que vous pouvez consulter où j'explique pas mal de concepts très simples, mais très utiles à comprendre pour comprendre un petit peu ces technologies-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis j'aime beaucoup aussi ce que Yann disait. Je trouve que c'est très intéressant de le tester à titre personnel. Donc c'est vrai que moi, par exemple, quand je fais des formations, je vous apprends à utiliser un wallet. On va installer sur votre téléphone, on va faire des transactions, on fait des choses vraiment vous-même personnellement, vous testez la technologie parce que c'est en testant ça que vous allez comprendre, ah oui, en fait, là, je viens de donner 10 € à quelqu'un d'une façon où même l'État n'aurait pas pu m'en empêcher. Comme si c'était un billet de 10 €, sauf que c'est digital. Donc, je pense que c'est en le faisant qu'on comprend vraiment la force et la puissance de ce système. Merci Isabelle. C'était très clair. Même moi, je crois avoir compris. Enfin, une partie. Non, et puis je pense qu'en effet, le cas d'utilisation de la blockchain par EDF pour prouver que la com est bien sourcée par EDF doit particulièrement parler aux marketeurs qui sont
qui vous écoutent. Donc, merci beaucoup pour ça. Bon, sans transition et sans non plus noter qu'il y a des questions pour l'instant, Alexandre, je vous passe la parole pour nous parler de jumeaux numériques. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, voilà. Effectivement, je vais changer complètement de domaine. Je vais passer dans le monde de l'industrie lourde, et je voulais partager avec vous un cas d'usage et une expérience au travers du développement de jumeaux numériques. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire un cours de marketing de l'innovation ou autre, mais c'est vraiment de partager avec vous une thématique que nous avons vécue au sein du groupe FIV. Donc, en quelques mots, pour vous donner le concept, qu'est-ce que fait le groupe FIV, qui est une société que vous connaissez pas forcément, qui est une société française qui a plus de 200 ans, une vieille société industrielle dont le métier est de concevoir et d'installer, de fournir des équipements industriels et des usines complètes, des lignes de production complètes dans l'industrie lourde. Donc ça va de lignes de production automobile, de cimenterie, des aciéries, des alumineries, et ce partout dans le monde. Comme vous pouvez l'imaginer, pour pouvoir vivre et survivre pendant 200 ans, l'innovation a une place particulière au sein de FIV, et le groupe est obligé en fait d'évoluer en permanence pour pouvoir suivre les tendances de marché et puis à la fois se développer sur des nouveaux secteurs et puis rester au niveau sur les secteurs adressés. Donc avec notamment deux axes principaux de développement qui sont la décarbonation et la digitalisation, qui sont deux des enjeux majeurs du groupe FIV. Et donc forcément, développer des nouveaux équipements, des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels de contrôle et autres, c'est bien, c'est indispensable, mais évidemment derrière, il faut être en mesure de les vendre. Et donc forcément, le marketing de toutes ces innovations est un élément clé au sein du groupe. Alors, je vais revenir sur un concept important dans l'industrie, c'est cette notion d'industrie 4.0. Alors, on change de terme, on change de nombre par rapport au Web 3.0. Les connexions existent évidemment. L'industrie 4.0, en fait, c'est un point de rencontre entre les technologies numériques, les technologies digitales et le monde réel, donc la production industrielle dans notre cas. La notion de le chiffre 4, en fait, sort pas de nulle part. Juste pour refaire un peu l'histoire, tout le monde connaît la première révolution industrielle avec l'apparition de la machine vapeur. On dénote en fait une seconde révolution industrielle qui est liée à l'électrification des procédés de fabrication. C'est le début de la production de masse, notamment dans l'automobile et autres. Une troisième révolution industrielle qui est liée au développement de l'informatique industrielle et de l'automatisation. Donc les premiers robots, l'automatisation de certaines fonctionnalités, l'automatisation de certains procédés industriels. Et puis à l'heure actuelle, en fait, le développement croissant des puissances de calcul, tout ce qui est hardware également, et le déploiement de nouvelles technologies permet de définir une notion d'industrie 4.0 qui va vraiment être tournée autour, comme je le disais, de cette fusion entre le monde réel et les technologies numériques. Et c'est aussi ce pourquoi je voulais prendre l'exemple du jumeau numérique pour illustrer mon propos derrière. Donc toutes ces solutions associées à l'industrie 4.0, en fait, elles présentent une grande force qui est de combiner finalement différents champs d'expertise. Dans l'industrie, on distingue souvent toute la partie savoir-faire autour des équipements industriels, toute la partie savoir-faire autour des procédés industriels, et puis tout ce qui va être du coup technologie digitale qui vont permettre finalement de fusionner l'ensemble et de générer des solutions finalement qui vont au-delà de ce qu'on faisait dans le passé, que ce soit pour contrôler, optimiser des procédés industriels, que ce soit pour développer de nouvelles machines, comme c'est le cas dans l'impression 3D métal par exemple, ce genre de choses. Et donc le jumeau numérique en fait fait partie de ces nouvelles technologies qui bénéficient finalement de cette fusion entre un savoir-faire métier, un savoir-faire sur les équipements, sur les usines,
et des nouvelles technologies numériques qui émergent sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'un jumeau numérique, digital twin en anglais? Donc, c'est une représentation virtuelle d'un système ou d'une personne que l'on utilise finalement pour simuler et refléter le fonctionnement de l'existence physique qui nous a servi de support. Donc, en général, ces jumeaux numériques, ils sont animés soit par des modèles physiques, soit par des modèles statistiques, des intelligences artificielles ou autres. Et l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre le monde réel, le monde virtuel, et notamment d'être utilisé pour faciliter des prises de décision. Donc finalement, je distingue en général 3 cas d'usage principaux. Après, sur les jumeaux numériques, il en existe à peu près autant que de cas d'usage, mais on va dire qu'il y a 3 cas d'usage principaux pour lesquels, dans l'industrie, on va être amené à utiliser des jumeaux numériques. Le premier, c'est tout ce qui est étude de faisabilité et optimisation de réglage. C'est-à-dire qu'un industriel, quelqu'un qui a une usine, une fabrique de l'acier, par exemple, de l'aluminium, investir dans son outil de production, par exemple, pour augmenter en capacité, ça coûte de l'argent, ça demande de faire des études préalables, de valider des temps de retour sur investissement, et du coup, derrière, ça lui demande aussi de prendre un risque. Donc, un des sujets, c'est finalement comment je peux limiter ce risque dans mes investissements, et le jumeau numérique est là pour ça. Donc, le principe, c'est vraiment, dans mon monde virtuel, sur mon jumeau numérique de ligne de production, d'usine, de venir faire les changements de configuration, remplacer un équipement, changer des réglages, d'analyser l'impact que ça a sur ma production, sur ma consommation d'énergie, sur ma consommation des différents produits, de produits entrants, sur la qualité du produit sortant, avant d'implémenter le changement dans la réalité et finalement du coup de dérisquer complètement l'investissement ou la modification. Le deuxième cas d'usage, qui est un cas d'usage qui est pas mal utilisé dans l'énergie et notamment dans le nucléaire, c'est de surveiller finalement le fonctionnement de mon usine réelle, de mon usine physique, grâce à mon jumeau numérique. Donc là, mon jumeau numérique va fonctionner en parallèle finalement de mon usine, et en analysant finalement les écarts entre la réalité et les calculs réalisés par le jumeau numérique, je vais pouvoir finalement identifier des dérives de performance, pouvoir identifier des fonctionnements anormaux, pouvoir identifier également anticiper des sources de problèmes. Donc on va rentrer après par exemple dans tout ce qui est maintenance prédictive. Voilà. Donc ça c'est un deuxième cas d'usage qui est, pour donner un exemple concret, qui est utilisé par exemple dans la sécurité de certaines installations. Je parlais du nucléaire tout à l'heure, mais pour essayer finalement de dérisquer au maximum grâce à l'utilisation de simulateurs puissants que sont ces jumeaux numériques. Et un troisième cas d'usage à garder en mémoire, c'est celui du simulateur, on va dire, du flight simulator, du simulateur de vol. Donc là, j'utilise mon jumeau numérique pour faire de la formation. Donc plutôt que d'entraîner un opérateur, un ingénieur directement sur une ligne de production avec un risque derrière d'impact sur la production, sur la qualité, sur la productivité et autres, je vais avoir toute une séquence finalement de formation sur base de ce jumeau numérique qui va finalement permettre aux stagiaires, aux personnes que l'on souhaite former, de se tromper, d'apprendre plus vite avant d'aller finalement, avant d'être jeté dans le grand bain et d'être aux manettes de l'usine de production. Donc on est vraiment sur un schéma, comme c'est le cas pour des pilotes d'avion, donc de simulateurs de vol, dans lequel on va pouvoir se faire la main et puis s'entraîner, continuer à s'entraîner sur différents scénarios et éviter derrière d'impacter l'installation réelle et les performances donc, de l'usine, en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse. Chez FIV, on a l'ensemble de ces cas d'usage, c'est des choses qu'on a mis en œuvre, mais il y en a un sur lequel on a plus travaillé que les autres, c'est ce dernier, c'est celui du simulateur
à visée de formation. Là, je vous montre juste un exemple d'un centre de formation qui a été réalisé avec certains de nos partenaires dans la sidérurgie. L'idée, c'était vraiment de mettre les opérateurs et les ingénieurs dans un environnement très proche de l'environnement réel. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de pupitres de commande, un certain nombre d'écrans qui vont mettre en avant le jumeau numérique comme si les personnes voyaient la ligne de production réelle. Et sur base de scénarios, on va les entraîner à réagir à des incidents, à réagir à des événements qui peuvent arriver pour qu'une fois qu'ils soient sur ligne, ils soient déjà prêts à réagir et qu'on minimise ainsi l'impact essentiellement sur la production et la qualité derrière. Donc ça, c'est un projet qui a été mené en Turquie dans le monde de l'acier. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est les obstacles que finalement on a vécu au fur et à mesure de ces développements et sur les difficultés qu'on a eu à déployer aussi sur le marché ces jumeaux numériques. Donc, le premier élément, c'est que finalement, je vous l'ai dit, FIV, c'est un groupe industriel qui a plus de 200 ans, qui est présent dans l'industrie lourde. Donc, dans l'industrie lourde, essentiellement et historiquement, on vend de la machine, on vend quelque chose de concret, de robuste, de lourd, on va dire. Et que finalement, derrière, il y a une transformation à avoir pour un groupe comme FIV pour s'adapter à la vente de ces nouvelles solutions digitales. Donc, c'est vrai pour l'ensemble des nouvelles technologies, c'est particulièrement vrai pour le digital qui est un peu moins, comment on va dire, qui se touche moins avec les mains, on va dire, pour nos clients industriels. Et c'est d'autant plus vrai pour le jumeau numérique qui cherche parfois un peu sa voie. Et derrière, donc c'est comment s'adapter à la vente de ces solutions et comment adapter des pratiques finalement d'éditeurs de logiciels, de sociétés, on va dire, plus récentes, de méthodologies plus récentes pour des groupes comme FIV qui sont dans l'industrie depuis un certain temps. Donc ça, c'est une des premières contraintes qui n'a pas été facile à lever, mais finalement, on y est parvenu. Et le deuxième sujet, c'est que finalement, donc là, on va toucher plus sur la deuxième contrainte sur le marketing de l'innovation, c'est que en général, on cherche à analyser les attentes, les motivations des clients, notre marché, etc. Mais finalement, sur un produit innovant qui n'existe pas, comment fait-on réellement? Et donc ça, c'est un des points, on va dire, classiques à lever, mais qui est loin d'être le plus facile. Et donc pour ça, finalement, il faut être assez méthodique. Donc on sait que le succès d'une innovation va reposer sur 3 acteurs principaux, le marché, la technologie forcément, et puis évidemment la concurrence. Malheureusement, et comme vous le savez tous, il y a beaucoup de questions qui restent parfois en suspens, mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'on aura du mal à y répondre qu'il ne faut pas se les poser. Et ça, c'est un des gros cheminements qu'on a fait en interne, c'est finalement se forcer à se poser des questions, même quand on n'a pas la réponse. Et du coup, derrière, il y a tout un jeu aussi d'hypothèses et autres sur lesquelles il va falloir s'engager. Donc, si je reprends pour partager avec vous quelques-unes des questions, si je repars des 3 acteurs principaux. Donc, finalement, quand je regarde mon marché, la première chose que je dois cibler, c'est le besoin. Donc, quels besoins je souhaite adresser au travers de mon jumeau numérique. Donc ça passe forcément par un grand nombre de discussions avec nos clients qui eux-mêmes découvrent ces technologies-là, donc qui eux-mêmes ne sont pas forcément à l'aise avec les concepts. Et donc, on doit accompagner pour essayer de cibler au mieux finalement leurs douleurs principales et les douleurs sur lesquelles on va pouvoir agir au travers des jumeaux numériques. Et c'est ce sur quoi on est tombé en parlant formation, notamment avec nos clients. Ensuite, s'il y a la valeur que mon client attache à ses besoins, si je reprends l'exemple du jumeau numérique utilisé comme plateforme de formation, finalement, quelle valeur je mets en face? Parce que là, on n'est pas du tout sur un schéma, on est sur des schémas de pure value selling, moins sur des schémas, on va dire, historiques dans l'industrie de cost plus marge ou autre. On est vraiment sur du value selling. Donc, quelle valeur j'attache à ce besoin? Et ce n'est pas toujours facile dans la formation. Ça dépend beaucoup des clients, ça dépend beaucoup des cultures également, des pays.
Est-ce que ces besoins sont pérennes? Comment vont-ils évoluer? Les temps de développement dans l'industrie sont très longs. Les temps de développement de jumeaux numériques, comme vous pouvez l'imaginer, hein, pour intégrer des modèles, pour pouvoir donner vie à des usines complètes, ça ne se fait pas en quelques mois. Donc, c'est des temps de développement qui sont très longs. Donc, il faut essayer d'anticiper aussi ce qui va se passer dans le futur pour ne pas se retrouver finalement à rebours et dans un timing qui n'est pas le bon vis-à-vis de ces sujets-là. Il y a un sujet également alors qui est très particulier aux jumeaux numériques, c'est comment je m'assure de ne pas créer un gadget. On le voit, on imagine tous que c'est super d'avoir une usine digitale, une usine virtuelle sur laquelle on va pouvoir, avec laquelle on va pouvoir jouer et faire plein de tests. Mais finalement, comment je la valorise pour ne pas avoir juste fait un gadget que je n'arriverai jamais à vendre derrière. Après, il y a également d'autres sujets qui sont plus d'ordre, on va dire, commercial. Hein. Qui doit être mon sponsor chez le client? Qui dois-je convaincre? Historiquement, chez FIV, on est en contact avec les opérations parce qu'on vend des équipements, on vend des machines. Derrière, quand je vends un jumeau numérique, est-ce que finalement, la personne à convaincre n'est pas plutôt côté IT? Est-ce que dans le cadre du jumeau numérique, pour faire de la formation, il n'est même pas plutôt RH? Voilà. Donc, il y a tout cet environnement-là finalement à redécouper, là où avant on se posait un peu moins de questions quand on vendait un équipement industriel. Et puis aussi, comment je peux convaincre mes clients qui, eux, sont habitués à m'acheter des pompes, des machines, des gros équipements, des lignes de production, donc finalement à m'acheter des équipements physiques dont ils voient le résultat derrière. Comment je les convainc à acheter finalement des solutions un peu plus immatérielles qui ont une vraie valeur mais que je peux moins sentir. Et là, on voit que selon les cultures et les zones géographiques, on peut être tombé sur des vraies barrières par rapport à ça. Dans certaines cultures sont beaucoup plus à l'aise avec la notion de valeur, même s'ils ne peuvent pas toucher le produit dans l'industrie. D'autres sont beaucoup plus de mal finalement à se projeter si à la fin, ils n'ont pas quelque chose de concret dans les mains. Voilà. Côté technologie, forcément, si je n'ai pas confiance dans mon produit, je vais avoir du mal à le pousser. Hein, c'est un point clé. Est-ce que ce produit sera facile à implémenter? C'est-à-dire que je m'insère finalement dans toute une histoire, c'est-à-dire que nos clients eux-mêmes ont souvent une histoire de plusieurs dizaines d'années. On a des installations qui tournent depuis le milieu du XXe siècle. Derrière, arriver avec un jumeau numérique et une technologie de rupture, c'est super, mais finalement, comment je l'implémente? Quelle est la difficulté à implémenter? Souvent, les industriels sont très sensibles à ça. Et notamment à tous ces sujets aussi d'interface avec les technologies existantes et à tout ce qui est impact sur les changements que vont engendrer ces technologies sur ces équipes et ces outils de production. Donc, on va rentrer après aussi dans tout ce qui est change management pour les opérateurs et autres. Et c'est là où le jumeau numérique apporte vraiment quelque chose parce qu'il a une notion non intrusive qui permet aussi d'être plus, on va dire, plus lisse sur ces changements-là. Et puis forcément, les concurrents derrière, hein, que font mes concurrents? Est-ce que mes concurrents seront les mêmes maintenant que dans le futur? Comment je vais m'adapter à ça? Et puis forcément, comment je protège ma technologie face à mes concurrents? Et là, on voit que dans le digital, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficilement brevetables, contrairement à des équipements ou des technologies. Dans le digital, parfois, on peut être un peu plus limité. Donc, il y a tout un nombre de réflexions qui doivent être menées dès le début des développements. Donc derrière, finalement, comme vous le savez, le marketing et l'innovation vont de pair. Le marketing doit être impliqué dès les premières étapes et jusqu'à la commercialisation. Donc on travaillait beaucoup chez FIV en cycle court, hein, avec des échanges assez réguliers avec les équipes marketing et également les commerciaux qui sont proches de nos clients pour finalement adapter au fur et à mesure qu'on développait ces jumeaux numériques, mais c'est vrai pour l'ensemble des nouvelles technologies qui sont développées au sein du groupe. Et finalement, il y a un point qui est important, c'est qu'il faut
il a fallu qu'on soit aussi innovant dans le marketing et dans la commercialisation que dans la technologie elle-même. Et finalement, après coup, quand on fait le bilan, développer la technologie était finalement pas le plus dur. Et on a dû être innovant tout autant sur la partie marketing. Je donne un exemple qui est le schéma de vente. Ces schémas de vente, notamment pour les jumeaux numériques, finalement, ils amènent à se poser énormément de questions, à savoir est-ce que je vends mon logiciel seul et je laisse mon client se débrouiller? Est-ce que je vends une plateforme complète comme celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire incluant aussi le hardware et pas uniquement la partie soft? Est-ce que je vends le service, c'est-à-dire que j'investis dans un hub, je vends ensuite un service? Est-ce que je dois le vendre one shot? Est-ce que je le vends sous forme de licence? Est-ce que je le vends au nombre de personnes formées? Est-ce que je le vends en try and buy? Voilà, tout ça, c'est des questions à laquelle il faut répondre et sur lesquelles il faut être très agile parce que, comme je l'évoquais, le business de FIV, il est international et notamment grand export, donc États-Unis, Amérique du Sud, Chine, Asie du Sud-Est, Afrique également, évidemment l'Europe, et qu'on ne va pas se comporter et on ne va pas aller sur les différents marchés de la même manière. Et puis finalement, dans ces nouvelles technologies, il n'y a pas de secret. Des fois, il faut prendre des risques aussi pour pouvoir donner confiance aux clients dans notre produit et puis convaincre par l'usage. Finalement, je voudrais conclure avec juste trois éléments. Et ce qu'on a vu, nous, tout au long de nos développements sur ces jumeaux numériques, qui paraissent évidents, mais ça fait toujours du bien en l'écrivant et en se le disant. On a souvent tendance, parce qu'on est aussi dans des boîtes comme FIV, des ingénieurs, à vouloir commencer gros, parce qu'on a la capacité d'aller simuler une usine complète, parce que techniquement, c'est magnifique d'avoir ces jumeaux numériques complets. Mais finalement, on a dû se forcer à commencer petit, parce que le marché n'est pas toujours à l'aise avec ces nouveaux concepts, et que dès qu'on est trop gros, ça fait trop peur. Donc, commencer petit pour finalement derrière grossir au fur et à mesure, et puis on apprend aussi au fur et à mesure qu'on déploie cela. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, il y a toujours une notion de timing qui est importante pour une mise sur le marché. Donc il y a un besoin d'anticiper fortement et d'être très ouvert sur ce qui se fait autour de nous, puisque le timing est clé. Il y a beaucoup de sociétés qui sont développées, notamment dans le digital, mais avec un timing qui n'était pas forcément le bon. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un concept qui est récent, c'est un concept qui est ancien. Ce qui a permis de le développer comme on le fait maintenant, c'est les capacités de calcul. Il y a beaucoup de sociétés qui s'étaient lancées dans de l'IA dans les années 2000 sans avoir forcément à ce moment-là les capacités de calcul et qui n'ont pas eu le succès escompté. Si elles s'étaient lancées à partir des années 2010, elles seraient sûrement devenues des licornes. Voilà. Donc il y a toujours une notion de timing. Et puis après, il faut faire preuve d'agilité, comme vous le savez. Il y a autant de façons de marketer un jumeau numérique et d'une manière plus générale, des innovations de ce type qu'il y a de cas d'usage. Et ça, c'est quelque chose qui, pour certains groupes industriels, on va dire historiques, qui ont des schémas de fonctionner peut-être un peu plus standardisés, qui n'est pas toujours facile, mais sur lesquels il faut aller si on veut pouvoir obtenir le succès escompté. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur cet exemple du jumeau numérique, mais qui finalement est assez vrai pour un certain nombre d'innovations dans l'industrie lourde. Mais merci Alexandre. J'ai une question à vous soumettre qui a été posée par une personne sur le chat. Je vous la lis littéralement. Innover peut vous donner un avantage compétitif exploité en marketing, mais quelles sont les best practices pour éduquer le marché et faire comprendre la valeur de votre innovation pour réussir vos premières ventes? Alors, s'il vous plaît, alors, excusez-moi, pardon de vous dire ce que je vais vous dire, mais comme le temps va peut-être nous être compté, si vous pouviez être relativement bref, excusez-moi encore une fois, mais comme je voudrais vraiment que Samir aussi oui, bien sûr. Juste en deux mots, la question est excellente parce qu'en fait, finalement, notre point de blocage,
il est vraiment côté client. C'est-à-dire que développer des nouvelles technos, on sait faire, trouver un besoin, on sait faire, trouver les cas d'usage, on sait faire. Convaincre un client qui ne connaît pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est-à-dire que, notamment, il y a l'aspect, j'en parlais plusieurs fois, mais l'aspect culturel joue beaucoup. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir convaincre de la même manière si je prends l'exemple des sidérurgistes, qui sont ceux que je connais bien, un sidérurgiste chinois, d'un Européen, d'un Américain. Pour certains, il va falloir prendre énormément de risques, de dire je ne vais pas réussir à te convaincre parce que la solution elle est nouvelle, teste-la et tu l'achètes. Si tu es content, tu l'achètes. Donc je prends un risque qui peut être un risque fort, parce que certaines innovations sont quand même assez onéreuses. Et il y en a d'autres qui vont être plus sur je fais comme le copain. Donc c'est là où il faut arriver à convaincre un des copains pour arriver à se déployer sur le marché. Mais malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Mais pour moi, les fois où les projets digitaux, les nouveaux projets digitaux ont le mieux marché commercialement chez FIV, c'est toujours quand on a commencé petit. C'est-à-dire qu'on a implémenté des petites solutions et qui ont donné confiance aux clients et qui, par effet boule de neige, nous ont amené à des plus gros projets. Et quand on a pris des risques. C'est les deux. Si je devais aligner un peu tous les cas d'usage que j'ai, c'est les deux points qui ressortent régulièrement. Mais malheureusement, on n'a pas de recette miracle. Il y a des théories, mais il n'y a pas de recette miracle. Merci Alexandre. Écoutez, là, sans transition non plus, je vais passer la parole à Samir El Harim. Merci Rémi. Voilà, parler d'immersive learning. Merci Rémi. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je suis Samir El Harim, je suis directeur des opérations chez Serious Factory. Je suis en charge de la stratégie marketing et commerciale de notre logiciel Viator Training Suite. Donc la présentation que je vais vous faire tourne autour de notre société, puisque je vais vous montrer comment, en intégrant des innovations dans notre solution, petit à petit, on a réussi à aller cibler un persona qu'on n'arrivait absolument pas à atteindre au départ. Et pour cela, je vais déjà commencer par vous présenter Serious Factory. Donc pour vous présenter rapidement qui nous sommes, Serious Factory est une entreprise française. Elle a été créée en 2007 et positionnée dès le départ sur le marché du digital learning. On était spécialisé au départ sur la création d'expériences immersives, puis on a ajouté de la gamification dans ces expériences. Donc on est fortement reconnu pour notre capacité à créer des serious games sur mesure, principalement demandés par des grandes entreprises pour sensibiliser ou former leurs équipes. Entre-temps, avec l'accélération des demandes du marché et de l'écoute des besoins du client, ça nous a amené à créer notre propre solution logicielle, puisqu'au départ, on travaillait sous un système qui s'appelle Unity. Et donc, à partir de cette base, on a créé notre propre solution logicielle pour répondre à 3 besoins, qui étaient d'optimiser la vitesse de création de contenu immersif, de diviser par 2 les coûts de production, puisque créer un serious games ou une expérience immersive, il y a quelques années, ça coûtait très cher, et puis permettre en toute autonomie la maintenance et l'évolution sur le long terme des expériences créées. Donc ça, c'était nos 3 besoins internes qui, petit à petit, nous ont permis justement de le mettre entre les mains de nos clients. Donc en 2016, on a lancé notre propre solution logicielle qui s'appelle VTS Editor, avec une tarification sous forme d'abonnement et de licence. Et VTS Editor permet de créer des contenus interactifs sous forme de mise en situation professionnelle, avec soit des petites capsules e-learning ou soit des contenus beaucoup plus longs, qui peuvent durer jusqu'à 1 heure, et sur lequel, bien sûr, on peut ajouter de la gamification. Donc, les expériences, elles sont jouables sur toutes les plateformes, soit en web, soit via des plateformes dédiées au déploiement sur justement des smartphones, des tablettes ou autres. Et puis, suite au succès de VTS Editor, on a ensuite lancé sur le marché VTS Perform, qui est une plateforme qui permet d'analyser tout le parcours apprenant pour pouvoir mesurer les compétences. C'est une plateforme qu'on a lancée en 2009, qui est une plateforme SaaS, et qui justement, comme je vais vous l'expliquer, nous a permis d'aller chercher une nouvelle cible. Donc aujourd'hui, on a
à peu près plus de 500 clients qui utilisent notre solution. Comme je le disais au départ, c'est principalement des grandes entreprises. Ils sont sur des sujets qui sont très variés, puisqu'ils ont des besoins de sensibiliser sur des thématiques importantes pour eux, ou alors sur des programmes de formation qu'ils n'arrivent pas, même en présentiel, sur lesquels ils n'arrivent pas à créer de l'engagement. Donc nous, on intervient soit sur mesure ou soit en mettant la solution entre leurs mains pour qu'ils puissent justement sensibiliser leurs équipes sur ces sujets très importants pour eux. Donc, je veux maintenant vous parler de l'avenir du digital learning, enfin surtout du learning au global, la manière d'apprendre, hein, que ce soit en entreprise ou à l'école, est en train vraiment d'être bouleversée avec l'utilisation d'outils basés sur la blockchain. L'usage du Web3, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle va accélérer l'accès à des informations d'apprentissage et sans doute aider les entreprises à mettre en place une organisation apprenante. En revanche, il est indispensable d'intégrer ces outils basés sur la blockchain à ceux dédiés à l'immersive learning pour augmenter les chances d'acquérir les compétences, puisque c'est l'enjeu majeur des organisations actuellement. L'enjeu principal, c'est de passer de l'acquisition de connaissances à l'acquisition de compétences. Étant donné que l'apprentissage passe à 70% par l'expérience, que l'on appelle le learning by doing doit inclure des mises en situation et des interactions avec l'apprenant. Donc l'objectif, c'est de lui faire vivre une expérience, de le mettre en situation pour accélérer l'ancrage mémoriel. D'autant plus que désormais, de nombreuses entreprises mettent en place un apprentissage que l'on appelle sur poste. Donc l'après-Covid a fait que les entreprises ont essayé au maximum de faire revenir leurs employés sur site, et en plus de ça, de leur faire apprendre en faisant, donc vraiment sur poste, plutôt que de passer uniquement par de la théorie. Donc ils ont remarqué que la montée en compétences, elle se faisait de manière beaucoup plus rapide, et c'est pour ça qu'au niveau du digital, on doit accompagner ce mouvement par la mise à disposition d'outils qui permettent de créer des expériences. Donc l'intérêt pour les entreprises d'axer leur formation sur la mise en situation et l'immersive learning, c'est tout d'abord de développer efficacement les compétences en passant d'un apprentissage axé sur la théorie vers un apprentissage permettant la pratique et l'entraînement en contexte professionnel, d'inciter les salariés à se former de manière ludique avec des méthodes pédagogiques diversifiées, en leur faisant vivre une expérience mémorable. Le ludique est très important, hein. Depuis toujours, on apprend grâce au jeu, que l'on soit enfant ou adulte. Donc, d'inclure de la gamification dans l'expérience d'apprentissage est primordial, justement pour les inciter à se former et qu'ils retiennent plus rapidement. Mettre en place une organisation apprenante en diffusant une culture de l'apprentissage par l'innovation. Donc ça, c'est un besoin très fort des entreprises aujourd'hui, c'est de mettre en place une culture de l'apprentissage, de leur donner accès à de la formation à tous et pas qu'au cadre supérieur, et donc du coup, de leur permettre d'y accéder où ils veulent, quand ils veulent. Ça, c'est un réel atout au sein d'une organisation apprenante efficace. Et puis pour finir, communiquer sur sa marque employeur. C'est très important pour une entreprise de communiquer sur les innovations qu'ils mettent en place, qu'elles soient sur la formation ou sur d'autres sujets, et puis aussi de communiquer sur les outils innovants qu'ils utilisent pour aller chercher de nouveaux candidats et justement les inciter à rentrer dans l'entreprise. Donc les personas qui étaient adressés au départ au niveau marketing sur cette solution, c'est essentiellement donc les directeurs de l'innovation, puisqu'eux, ils sont en charge de sélectionner des outils avant-gardistes et efficaces pour l'entreprise, des responsables de formation bien sûr, et des responsables métiers également, puisqu'ils sont prescripteurs sur le type de formation à créer. Et donc l'objectif, c'est de former efficacement leurs équipes. Les directions marketing également sont très intéressés par ce type de solution, puisqu'ils utilisent ces innovations pour communiquer, que ce soit en interne ou en externe. Et puis également le secteur de l'éducation, avec de nombreux professeurs d'université qui sont toujours à la recherche de nouvelles manières de transmettre les savoirs. Donc on vient d'évoquer les différents personas qui sont convaincus par cette approche. Là, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on a fait avec cette solution pour Serious Factory, d'adresser une nouvelle cible grâce à la data, avec justement cette cible, ce persona supplémentaire clé dans la prise de décision. Donc si je prends notre exemple chez Serious Factory, après avoir créé notre premier logiciel pour développer des compétences en ligne, cette opportunité de récupérer la data sur toutes les interactions entre l'apprenant et l'expérience digitale, ça nous a amené à percevoir le potentiel de mesurer le niveau de compétences acquises et leur évolution. Donc développer les compétences efficacement, c'est bien, mais pouvoir mesurer d'un point A à un point B si la compétence a été acquise
et l'évolution dans le temps. Ça, c'est primordial pour s'assurer que les formations en place sont efficaces. Donc, on a mis à disposition cette data auprès des services des ressources humaines pour voir comment ils pouvaient l'utiliser. Et ils ont très rapidement trouvé l'intérêt de l'exploiter. Donc, quel est le besoin aujourd'hui des professionnels du recrutement, puisque ce sont les ressources humaines, hein, les services de ressources humaines qu'on a ciblés? Eh bien, le premier, c'est déjà d'anticiper les mouvements des salariés, hein, qui peuvent être liés à des départs dans l'entreprise ou alors des mouvements en interne avec des évolutions. Et puis surtout de capitaliser sur les ressources humaines existantes plutôt que de recruter, puisque le recrutement coûte très cher et un mauvais recrutement encore plus. Donc pour les services RH, quelle stratégie ils peuvent mettre en place justement pour pouvoir recruter plus efficacement ou alors développer les compétences en interne pour éviter de recruter? Eh bien, ils mettent en place une première stratégie qu'ils appellent l'upskilling. Donc ça leur permet justement d'axer cette stratégie sur l'augmentation des compétences déjà acquises sur chacun des salariés et d'améliorer leur efficacité. Et le deuxième point, c'est le reskilling qui permet à des salariés ciblés d'acquérir de nouvelles compétences et ainsi de les diriger vers des postes vacants, voire des nouveaux postes en création. Et donc, quel est le bénéfice pour les services RH de capter cette data, de la récupérer et pour orienter leur stratégie RH? Eh bien, la captation de la data, donc ce qu'on a découvert avec eux, c'est que ça leur permettait, via des mises en forme, comme je vous ai montré au début dans mes premières slides, des mises en forme sous forme de dashboard, eh bien, ça leur permet au premier coup d'œil, avec une analyse très rapide, de détecter qui a besoin de monter en compétences et qui est prêt à évoluer vers un nouveau poste. Donc, ça leur permet concrètement d'anticiper et d'agir efficacement sur les mouvements en interne dans l'entreprise et sur les potentiels besoins de recrutement. Donc, concernant Serious Factory, introduire les dernières innovations dans nos solutions comme l'intelligence artificielle pour produire plus rapidement ou capter et mettre en forme de la data collectée, ça nous a permis de faire évoluer notre discours marketing. Donc, on est passé de développer les compétences efficacement à adresser à une cible très restreinte, hein, que je vous ai présentée au départ, à développer et évaluer les compétences, adressant ainsi une cible et un persona nouveau et un persona clé en lien avec les enjeux stratégiques et directement liés à la réussite de l'entreprise. Voilà ce que je souhaitais vous présenter avec Serious Factory. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les enjeux clés, les enjeux liés surtout à l'immersive learning et ce que peut apporter ces technologies innovantes à ses utilisateurs. Merci Samir, c'était super intéressant et on voit, de même qu'avec les digital twins et la blockchain, en fait, des magnifiques mises en œuvre du digital avec une très forte valeur ajoutée. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, l'idée de passer de l'acquisition de compétences à l'acquisition de connaissances, à l'acquisition de compétences, du fait qu'en effet, le digital permet de vivre des expériences. Donc, c'est vraiment, ça ouvre des perspectives assez incroyable, je trouve. J'ai une question, alors c'est pas pour vous spécifiquement, Samir, c'est pour celle, qui voudra bien répondre. Peut-être Yann, toi qui es un marketeur dans l'âme. Alors, je lis la question dans le chat. Comment envisagez-vous l'intégration des technologies Web3 dans les stratégies de marketing digital actuelles pour améliorer l'engagement des consommateurs et la personnalisation des campagnes? Voilà, éventuellement des exemples de campagnes ou de projets pilotes dans ce domaine. Est-ce que quelqu'un est inspiré par cette question? Je dirais la notion de campagne, elle est un peu antinomique avec la notion de Web3. On en revient toujours en marketing, on revient toujours aux métaphores militaires, hein, campagne, cible, etc. Je crois qu'il faut changer un peu la façon dont on réfléchit. Alors, moi, si je pourrais dire quelque chose, je pense que dans l'idée du Web3, souvent on associe le concept d'utiliser des communautés. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'utiliser, même si vous n'utilisez pas techniquement la technologie Web3 ou blockchain, parce qu'il n'y a pas forcément d'utilité à créer des tokens et des systèmes comme ça pour réellement créer une communauté en réalité.
mais derrière le concept de communauté plutôt que de communication vraiment dans un sens vers l'autre. Par contre, ça, je pense que c'est une vraie tendance qui peut être utile. On est bien en phase. Et toujours dans la séquence publicitaire, sur le livre qu'on sort en janvier-février, il y a toute une partie qui est dédiée au marketing des communautés, qui me semble un sujet grossièrement sous-traité en France. Peut-être parce que on est un pays aussi avec une grande tradition publicitaire, j'ai rien contre d'ailleurs, hein. Mais d'ailleurs, les bons publicitaires sont aussi des experts du marketing des communautés, hein, et du marketing du bouche à oreille. Donc on remet tout ça un peu en perspective, et je dirais comment on met en place. Enfin, la question est intéressante et en même temps elle est tellement large qu'on pourrait y passer la vie et en racontant des choses très théoriques qui n'auraient strictement aucun intérêt. Je crois qu'on a donné l'astuce tout à l'heure, et c'est une astuce très basique. En fait, il faut tester, et comme l'a dit Isabelle fort justement, il faut tester pour soi-même, parce que quand on teste pour soi-même, on s'approprie les technologies, on commence à les comprendre. On ne comprend pas tout, mais c'est pas grave. D'ailleurs, rassurez-vous, personne ne comprend tout. D'ailleurs, des fois, même ceux qui les développent ne les comprennent pas non plus. Donc, on développe des outils dont on finit par trouver des usages plus tard, à force de les utiliser, et c'est comme ça que ça viendra. Donc, il ne faut pas chercher des méthodologies toutes faites qui n'existent pas. Il faut plutôt changer sa façon de voir les choses. Apprendre le marketing des communautés, et d'abord apprendre ce que c'est une communauté. Je m'aperçois que en fait, très peu de marketeurs savent ce que c'est une communauté. Ils confondent clients et communauté, et ils savent pas s'intéresser aux autres. Donc intéressez-vous aux autres et intéressez-vous aux technologies, ce serait mon conseil, et vous verrez les technologies qui sont utiles, bien, vous les appliquez. Vous voyez, dans l'exemple qui a été donné par Isabelle tout à l'heure, c'était intéressant. Elle utilisait la blockchain et elle utilisait finalement pas le wallet parce qu'elle trouvait ça trop compliqué. Elle avait pris un PDF parce que c'était plus abordable pour les utilisateurs. Ben voilà, c'est un bon exemple. Peut-être que dans un deuxième temps, il faudra utiliser le wallet, mais pour l'instant, il n'est pas encore dans les mœurs. Donc il faut s'adapter et peut-être essayer, c'est aussi ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure, commencer simple avec des choses plus basiques, commencer petit, et c'est des techniques très très basiques de conduite du changement. Commencer petit, mais avoir de grandes ambitions. Voilà. Merci, je trouve que c'est... Oui, pardon Isabelle. Juste un petit exemple. Moi, dans mon secteur, je connais Lacoste, qui ont lancé une communauté avec un système de tokens. Si vous voulez, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez regarder, parce que je vais vous montrer un exemple. Voilà, ça peut être un exemple d'utilisation du Web3 en termes de stratégie digitale autour du concept de communauté. Merci Isabelle. J'ai une autre question qui est: connaissez-vous des expérimentations d'apprentissage sur Metaverse? Alors moi, je n'en ai jamais testé d'apprentissage Metaverse, mais ce qui est sûr, c'est que il y a des grandes sociétés comme Carrefour qui ont fait des approches et qui ont communiqué sur le Metaverse, notamment pour le recrutement. Au niveau de l'apprentissage, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de tests massifs dessus, donc on n'a pas de retour sur l'efficacité d'apprendre sur le Metaverse. Après, la réalité augmentée amènera certainement beaucoup plus d'usage dans les industries type automobile, par exemple, parce que justement, comme je le disais, de passer de la connaissance à la compétence, ça nécessite d'utiliser les outils, de les avoir entre les mains ou de les voir devant soi et d'être immergé et d'avoir le sentiment de faire l'action comme si j'étais devant mon poste au travail. Donc, mais lié au Metaverse directement, à ce stade, je n'ai pas vu d'expérience diffusée ou alors de retour d'expérience sur le sujet. Oui, vous parlez de Carrefour, en fait, ça date d'1 an et demi, je crois, quand Alexandre Bompard s'était Exactement assez moqué
parce que notamment l'expérience proposée était assez minimale en termes Tout de à fait. technologie. Et il faut vraiment faire attention à ça, d'autant plus qu'on est très proche. Enfin, les communautés, justement, sont très actives hein, sur ces sujets, et notamment la communauté du gaming, qui, elle, a l'habitude de voir un niveau graphique très élevé. Donc, c'est sûr que quand la communication a été lancée auprès de Carrefour avec un niveau très faible au niveau graphique, on se retrouve des années en arrière par rapport à ce qui est produit aujourd'hui. Et c'est sûr que ça peut avoir un effet très déceptif. Donc, en effet, la meilleure façon d'inciter des nouveaux utilisateurs à tester des nouvelles technologies, c'est de leur mettre entre les mains des choses très très simples, mais faire attention justement à aussi l'aspect graphique, puisque on est dans un univers virtuel, donc le visuel est très important. Et c'est pour ça que nous, on fait avec un VTS, on fait très attention à ça justement. Actuellement, on est en train de faire des tests justement pour faire évoluer les animations des personnages, les émotions des personnages, parce que au bout de 3 ans, on peut très rapidement se faire dépasser au niveau graphique et passer pour une vieille solution, quoi. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec ce qu'a fait Carrefour en termes de com. Ok, mais je crois que Carrefour, en fait, ils adoptent un peu l'attitude qu'il faut quelque part avoir par rapport aussi à ces technologies, à savoir ils sont en mode veille et ils essayent un peu tout ce qui passe, quoi, voilà. Exactement. En fait, Elodie Pertuiseau, quand elle a récupéré la direction marketing de Carrefour, elle avait pour ambition justement de complètement changer l'image de Carrefour grâce au numérique. Donc, elle a énormément communiqué dessus. Elle a fait des partenariats avec Google notamment. Et donc, elle a accéléré cette stratégie numérique avec Carrefour. Et ça a très bien fonctionné, parce que Carrefour a pris des parts de marché par rapport à ses concurrents grâce aussi à cette stratégie marketing axée autour du numérique. Voilà, donc c'est une très bonne com qu'ils ont faite. En testant aussi notamment la blockchain avec Act4Food. Exactement. J'ai mis un livre blanc sur le sujet au cas où ça vous intéresse. C'est Harvard qui a publié ça. Il y a quelques retours d'expérience pour ce que ça vaut. Très bien. Ok, écoutez, merci. Corentin a posté dans le chat un lien vers un petit formulaire de satisfaction ou d'insatisfaction. J'espère que ce ne sera pas le cas. Enfin bon, voilà un formulaire si vous souhaitez le renseigner. En tout cas, un immense merci à vous 4 par ordre d'apparition. Yann Gourvenec, Isabelle Bonnet, Alexandre Gauche, Samir El Harim. Voilà. C'était, en tout cas, c'est mon avis qui n'engage que moi. C'était passionnant. Voilà. Merci beaucoup et voilà, écoutez, c'est terminé. Le replay sera posté sur le site de l'ADTEM. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.